votre journal sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Dans l'actualité de ce jeudi, le Conseil des ministres, le plan national de développement 2026-2030 validé, des décisions fortes dans les secteurs du numérique, des mines et de l'énergie en Côte d'Ivoire. Le résumé à suivre dans cette édition. Nous verrons dans ce journal le combat des fèves de cacao face à une crise, des centaines de camions de fèves bloqués aux portes du port, une chaîne vitale à l'arrêt avec des conséquences pour les producteurs et également l'économie ivoirienne. L'actualité internationale nous conduira au Nigeria avec le massacre de 162 personnes dans l'état de Kwara, une zone du centre-ouest du pays. En réaction, le président Bola Tinubu ordonne le déploiement d'un bataillon de l'armée dans la circonscription et accuse les djihadistes de Boko Haram d'en être les responsables. Ouvrons ce journal avec le chantier d'une grande nation qui s'active. Le plan national de développement pour la période 2026-2030 est adopté. Une feuille de route de projets structurant dans tous les secteurs. L'investissement en projection se chiffre à plus de 114 000 milliards de francs CFA. La feuille de route de l'action publique définit également des actions fortes pour le secteur du numérique, des mines, mais aussi de l'énergie. Des décisions du Conseil des ministres résumées dans ce récit de Mahama Traoré. On regarde. Pour ce deuxième Conseil des ministres, le nouveau gouvernement affiche déjà ses ambitions. L'exécutif ivoirien, sous la houlette du chef de l'État Alassane Ouattara, vient d'adopter le nouveau PND, Plan national de développement pour la période 2026-2030. Plus ambitieux par rapport aux 3 précédents plans quinquennaux, ce quatrième nécessite un investissement global de plus de 114 000 milliards de francs CFA, dont 70,2% de financement attendu du secteur privé et 29,8% du secteur public. L'élaboration du PND 2026-2030, comme celle des PND précédents, a fait l'objet d'un dialogue continu avec le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement. Ainsi, le PND 2026-2030 comporte une matrice de réformes majeures couvrant 22 domaines, un portefeuille de projets structurants dans tous les secteurs et un cadre de suivi-évaluation renforcé pour structurer au mieux les politiques sectorielles et renforcer le pilotage de la performance publique. Dans l'ensemble, ce nouveau PND prend en compte les aspirations légitimes de la jeunesse à un avenir meilleur et les impératifs d'un développement inclusif et durable en vue de bâtir une grande nation stable, ambitieuse et solidaire. Pour réaliser ce 4e PND, la Côte d'Ivoire pourra compter sur le soutien de ses partenaires financiers. C'est déjà le cas avec l'Association internationale de développement, membre du groupe de la Banque mondiale, qui vient d'octroyer un prêt de 84 milliards de francs CFA à l'État en vue du financement du projet d'accélération digitale en Côte d'Ivoire. Le projet a pour objectif d'accroître l'utilisation inclusive et résiliente de l'Internet à haut débit et des services numériques dans certains secteurs sociaux ciblés. Il prévoit notamment la fourniture d'une assistance technique et d'équipements pour créer et rendre opérationnelles les agences numériques et les cadres de gouvernance de l'intelligence artificielle et de développer des compétences numériques avancées et intermédiaires en ciblant particulièrement les jeunes et les femmes. À terme, ce projet permettra d'accélérer la numérisation des services publics dans les secteurs clés, d'étendre la connectivité haut débit aux structures publiques telles que les établissements d'enseignement, les centres de santé, les centres sociaux, les mairies, les sous-préfectures, les tribunaux, les bureaux de poste, les directions régionales et d'améliorer l'accès aux services publics numériques des populations éloignées et vulnérables. Autre point à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, la vitalité du secteur minier ivoirien. 6 décrets viennent d'être pris pour attribuer des permis de recherche et d'exploration minière à des opérateurs privés,
Un autre décret, lui, vient autoriser la Société pour le développement minier pour la Côte d'Ivoire, SODEMI, à prendre des participations dans le capital d'une nouvelle entreprise. L'ISEX, en cours de constitution, sera une société de droit ivoirien dédiée aux activités d'exploration minière. Ces statuts prévoient un capital social de 20 millions de francs CFA, soit 2000 actions d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA, détenues à hauteur de 56,65% par la SODEMI et 43,35% par son partenaire, la société China National Geological and Mining Corporation, CGM. Face à la presse, le porte-parole du gouvernement a expliqué la démarche de la diplomatie ivoirienne suite aux accusations portées par les autorités de transition du Niger à l'encontre du président Alassane Ouattara. Son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a effectivement reçu Madame l'ambassadeur du Niger pour lui exprimer une vive protestation. Un courrier de protestation a été également adressé. À ce jour, nous sommes en attente donc de la réponse à ce courrier. Nous refusons de quelque façon que ce soit que l'image de celui qui incarne notre pays soit brocadée. Une note de gaieté tout de même lors de ce Conseil des ministres. Le président Alassane Ouattara a reçu l'échantillon du trophée original de la Coupe du monde de football, remis la veille au Premier ministre Robert Bourré-Mombé par une délégation de la FIFA, la Fédération internationale de football et associations. La Côte d'Ivoire, une grande nation aux piliers multiples dont le cacao raconte l'histoire. Une culture fondatrice qui passe pourtant par une crise sans précédent. Des centaines de camions chargés de fèves de cacao sont bloqués aux portes du port, incapables de décharger leur cargaison. Une situation qui brise un circuit vital autant pour la chaîne d'évolution des fèves de cacao que pour l'économie ivoirienne. Une enquête sur le sujet réalisée par Jean-Luc Bambo. Dans sa plantation à Dacioko, non loin de Fresco, Zundi Dominique n'a plus le cœur à la tâche. J'ai vendu 2 fois. Moi, il n'a pas gagné l'affaire. Un peu plus de 300 kg de cacao vendus, mais toujours pas payés. Comme lui, des milliers de producteurs attendent leur argent. Car le chargement des Zundi, comme bien d'autres, est resté bloqué dans les entrepôts ou les camions. À Daloa, cette coopérative a vécu la même situation pendant plusieurs semaines. Impossible de payer les producteurs. La raison, un problème de trésorerie chez les usiniers et exportateurs. On a des producteurs, depuis décembre, là, c'est chaud. Maintenant, au jour où nous sommes actuellement, on n'arrive même pas à avoir les connaissances pour vendre. C'est-à-dire le document qu'il faut avoir pour aller livrer ton cacao, c'est compliqué. Les exportateurs avaient cessé de délivrer les connaissements, ces documents indispensables pour autoriser l'acheminement du cacao vers les ports. Toute la chaîne s'est retrouvée paralysée. Face à la situation, le gouvernement intervient. Le Conseil Café-Cacao reçoit l'autorisation et les moyens pour enlever les stocks de cacao bloqués. On a commencé à décharger certains camions devant vous. Cette opération commence aujourd'hui. Elle va se poursuivre. À Transcao, à la zone industrielle d'Akoupé-Zodji, l'opération est lancée le 29 janvier. Objectif, libérer les entrepôts et relancer la machine du cacao. Ainsi, dans les zones de production, comme ici à Agboville, la délivrance du connaissement change tout. La coopérative a reçu un connaissement validé de 43 tonnes à la date du 30 janvier 2026. Et aujourd'hui, le 31 janvier 2026, elle est en train de procéder au chargement de la remorque pour aller opérer, pour aller concrétiser la livraison. Herman Kono, dans le département de Divo, plusieurs tonnes de cacao quittent les entrepôts. La chaîne de commercialisation reprend vie. Avec l'opération, vraiment, on pourra soulager nos producteurs. Actuellement, nous avons 6 chargements de 40 tonnes qui sont à notre niveau, donc autour de 260 tonnes. Bon, si on a pu enlever 40 tonnes déjà, je pense que jusqu'à en fin de semaine, on pourra enlever encore d'autres chargements et au fur et à mesure, on pourra soulager nos producteurs. Direction, les entrepôts de Transcao Négoce, seuls habilités à recevoir pour le moment ces stocks bloqués.
Mais l'opération d'enlèvement n'interrompt pas le processus normal de fonctionnement du marché de commercialisation du cacao avec la participation des opérateurs privés. À Diokwe, cette coopérative a adopté une méthode particulière pour éviter les blocages. Nous, on dit aux planteurs d'envoyer quand déjà on a négocié avec l'exportateur. Parce que s'ils envoient, le point sera engouffré. Il aura, je pouvais appeler ça ce qu'on appelle un boutillage là. Il n'aura plus de place. On n'a pas négocié avec un exportateur. Bon, tu envoies le camion au port, il va faire quoi? C'est depuis ici que tu parles à ton exportateur. Vous êtes tombé d'accord, tu charges et puis ça va chez lui. Tu te fais le connaissement, il valide. À San Pedro, dans la cité portuaire, les exportateurs et usiniers sont au cœur du dispositif. Tu peux appeler le camion, il va faire si tu es prête. Chez cet opérateur, jusqu'à 30 camions par jour sont traités. Et ici, véritablement, on n'a pas de problème. La preuve, tout le cacao qui est usiné et constitué en lot export est exporté automatiquement. Une campagne, ça se prépare par rapport aux années précédentes. Donc on connaît nos capacités, on connaît le volume qu'on va faire par année. Et c'est comme ça qu'on prépare les campagnes et puis la campagne prochaine. Même constat chez cet autre exportateur, malgré un espace plus exigu. Les camions qui sont sur le site, eux tous, ils sont OK. Mais on va vous appeler pour les faire entrer par ordre d'arrivée. En bout de chaîne, le port. Nous sommes à San Pedro, premier port mondial du cacao. L'ambiance reste intense. Tous les camions qui arrivent sont déchargés, le cacao stocké et embarqué sur les navires de vrac. Depuis octobre, qui marque réellement le début de la campagne, il n'y a pas eu de perturbation. Il n'y a pas eu d'encombrement, tant pour les embarquements de fèves en vrac, tant pour les embarquements en conteneurs. C'est possible que les camions attendent chez les usiniers, c'est normal. C'est une période de pic. Si vous recevez 50 camions par jour, que vous avez 100 camions, ça va de soi que certains vont attendre. Du champ au port, le cacao ivoirien traverse un parcours complexe, fragile et stratégique. Un circuit où chaque retard peut bouleverser la vie des producteurs. Au-delà, un système qui, lorsqu'il fonctionne, fait vivre des millions de familles et soutient toute l'économie nationale. Voilà un circuit à maîtriser pour optimiser sa production par tout producteur. Une réalité du terrain qui fait naître des solutions telles que l'intégration de technologies. Et dans le secteur de l'audit en Afrique, l'intelligence artificielle est une option de développement pour les réseaux des cabinets d'audit, de conseil et de gestion des risques. Juliette Ouéa nous en dit plus. Venus d'Afrique et d'Europe, ces experts en audit, conseil et gestion des risques échangent sur l'utilisation et les avantages de l'IA, intelligence artificielle. Nous sommes à notre deuxième participation de cette rencontre annuelle. En dehors de la technologie, le droit, et en particulier le droit fiscal, évolue. Et donc, nous allons encore continuer à aller plus haut avec toutes ces rencontres que nous ferons avec les autres membres de ces cabinets. On commence à l'utiliser d'abord sur l'analyse des données qu'on fait sur nos clients, parce que ça fait gagner beaucoup de temps. On l'utilise aussi dans la rédaction de nos rapports. Voilà, mais je vous dis avec la prudence qui s'impose, c'est-à-dire on y va step by step. Et là, donc, on a à cette réunion le patron mondial de tout ce qui est nouvelles technologies. L'intelligence artificielle révolutionne l'audit en automatisant les tâches répétitives. L'IA permet ainsi l'analyse de grands volumes de données en temps réel. On ne peut pas se passer de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de toutes les opportunités qu'elle offre, mais qu'il faut rester prudent et mettre tous les garde-fous qu'il faut et bien checker. Enfin, il a présenté lors de sa présentation un certain nombre de critères. Garder un esprit critique, garder du recul, être prudent dans son utilisation. Mais en tout cas, on ne peut pas s'en passer. Africa Meeting 2026 se déroule du 3 au 5 février prochain. Au programme, des tables rondes, expositions et autres partenariats de réseautage professionnel.
Et dans un monde traversé par de multiples risques, l'économie se tourne vers la diaspora. Son rôle, son engagement et aussi son implication dans le développement du pays. Objectif, rapprocher les talents de l'extérieur des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Une dynamique portée par le CPC à travers une initiative dénommée Afterwork Diaspora Experience. Suivant ce compte-rendu de Régis Kofi. La diaspora africaine et les afrodescendants invités à investir en Côte d'Ivoire. Le CPC se dit prêt à les accompagner. Afterwork Diaspora Experience est un cadre d'échange mis en place par le Centre de promotion des investissements. C'est vraiment une plateforme où on voudrait qu'il y ait un échange pour qu'on puisse leur présenter les opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire, mais aussi leur donner l'envie de rentrer ou de faire venir leurs camarades qui sont encore restés à l'étranger. Divers mécanismes d'accompagnement conçus pour la diaspora ont fait l'objet d'échanges directs avec les équipes du CPC. On a mis en place ces 3 mécanismes. Je veux financer des projets, donc je vais financer les projets dans ma région. Je veux rentrer en Côte d'Ivoire, donc on vous accompagne avec toutes les structures compétences. Je veux créer mon entreprise et mon projet, donc on vous accompagne pour créer votre entreprise et puis vous mettre en relation avec ceux qui vont vous accompagner pour structurer vos projets et aussi pour financer. Pour tous ces programmes, le CPC bénéficie du soutien de ses nombreux partenaires, offrant une large palette d'opportunités. L'idée, c'est de pouvoir accompagner la diaspora et le CPC à travers le CPC avec d'autres partenaires qui étaient disponibles sur scène, à travers des dispositions qui leur permettent d'être accompagnés tout au long du processus, à la fois du choix de l'appartement jusqu'à l'acquisition à travers un financement qui est adapté. Le CPC, pour nous donne une lucarne pour réseauter. Voilà, pour rencontrer d'autres membres de la diaspora, d'autres gens d'affaires et justement pouvoir accomplir nos missions. D'une part, c'est au niveau de la carrière. Donc ici, je cherche un poste en tant que présentatrice pour les chaînes de télévision qui me regardent, mais aussi à investir. Puisque je suis togolaise, j'ai investi au Togo, mais je cherche maintenant à investir aussi en Côte d'Ivoire. Avant cette première édition de l'Afterwork Experience, le CPC a organisé un roadshow européen en juin dernier en France. Celui-ci a permis de mobiliser 6,5 milliards de francs CFA d'intention d'investissement auprès de la diaspora. Et on vous donne maintenant une idée d'investissement pour la diaspora. Le transport, c'est aussi un enjeu important dans notre société. Après la diversification des moyens de déplacement sur les routes en zone urbaine, des investisseurs repensent le modèle des taxis-compteurs. Un service historique aujourd'hui fragilisé et qu'il faut repositionner dans le transport urbain à Abidjan. Un plan pour bâtir un modèle viable et durable est pensé. Le détail dans ce récit de Lanciné Bakayoko. Longtemps pilier de la mobilité urbaine, le secteur des taxis-compteurs traverse une période de profonde turbulence marquée par un parc automobile vieillissant, une concurrence accrue des VTC ainsi que les tensions liées à la gouvernance de la MATCA. Cette fédération de conducteurs vise donc à poser les bases de solutions durables pour sauver ce secteur emblématique. En 2023, il y avait 7 000 taxis-compteurs en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, aujourd'hui, en 2026, nous sommes à 6 700 taxis-compteurs. Donc vous voyez que vraiment, il y a vraiment un challenge à relever. Donc il va falloir que vraiment on soit conscient de se mettre ensemble, de trouver des voies et moyens avec des opérateurs pour pouvoir repositionner ce sous-secteur des taxis-compteurs pour que le taxi-compteur puisse prendre sa part des développements à Abidjan. Dans cette bataille cruciale pour la survie des taxis-compteurs, autrefois symbole du transport urbain abidjanais, le Haut Conseil des entreprises de transport routier affirme son engagement à accompagner les propriétaires. L'idée, c'est de faire en sorte que dans le cadre du repositionnement du taxi-compteur à Abidjan, nous puissions avoir des interlocuteurs dans ce secteur. Au niveau du patronat, nous allons avoir donc les interlocuteurs. Et maintenant, lorsqu'il va y avoir des discussions avec le pouvoir public ou le secteur privé, nous soyons en mesure, au niveau du secteur des taxis-compteurs, de devenir des forces de proposition pour que ce secteur-là, qui est aujourd'hui dans des difficultés, puisse véritablement aller vers la professionnalisation. Le gouvernement a su également de son soutien via des réformes vigoureuses. Cette initiative, saluée par la quasi-totalité des acteurs, est une étape importante dans la préservation des taxis-compteurs et dans le maintien des revenus de milliers de familles.
On se rend à présent dans la région du Bafing où l'option est mise sur le développement agricole. Dans le département de Touba, le village de Maou Sokourala aura son propre pôle agro-industriel. Cela se matérialisera par la mise en valeur de 1000 hectares de terres agricoles pour renforcer la production, l'emploi et également la sécurité alimentaire dans toute la région. Christian Mandé. Maou Sokourala, village situé dans le département de Touba, s'apprête à franchir une étape importante de son développement avec la création d'un pôle agro-industriel. Le projet prévoit la mise en valeur de 1000 hectares de terres agricoles consacrées à la culture du soja, du maïs et du blé. La production annuelle attendue est estimée à 10 000 tonnes avec des perspectives de croissance. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national d'investissement agricole de deuxième génération à la suite d'un accord conclu entre l'État de Côte d'Ivoire et une société privée. Le lancement officiel du projet a eu lieu sur le site de l'ancienne ferme sémencière. Une annonce bien accueillie par les populations locales qui saluent une opportunité de développement pour leur localité. Ce projet constitue un levier majeur pour dynamiser l'économie agricole dans la région du Bafing. Nous sommes honorés également par ce projet parce qu'il va apporter beaucoup à la population de Maou Sokourala en termes d'emploi. On sait très bien qu'il y a des défis en termes des ordres ruraux vers les villes, notamment à Abidjan. Il y a également la migration clandestine qui frappe beaucoup notre région. Donc, pour nous, ce projet vient à point nommé pour apporter une solution durable à ces problématiques-là. Le préfet des régions du Bafing a indiqué que ce pôle agro-industriel contribuera à la création d'emplois tout en renforçant la croissance économique locale. Cette importante unité agro-industrielle implantée dans le Bafing et précisément dans le Maou Sokourala va constituer un pôle de développement agricole dans le Bafing. Je voudrais donc inviter toutes les populations à adhérer à ce projet. Ce pôle agro-industriel ambitionne de renforcer la productivité agricole, de créer des emplois durables et de contribuer à la sécurité alimentaire dans la région du Bafing. La sécurité des populations, c'est aussi l'orientation des jeunes au centre du pays, à Bouaké, Brobo et Djebonois. 196 jeunes sont bénéficiaires du programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, le programme TIMO. Ils en ressortent avec 120 000 francs chacun pour la création d'activités génératrices de revenus. Boubacar Silla et Soro Corona. Après 6 mois de participation au programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, 133 jeunes des communes de Bouaké, Brobo et Djebonois reçoivent des chèques d'un montant individuel de 120 000 francs CFA. Les travaux réalisés ont porté sur le curage des caniveaux, le balayage des rues, le nettoyage des espaces verts et diverses activités d'hygiène publique dans la commune de Bouaké. En leur remettant leur chèque, la directrice régionale de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique avait à ses côtés le 3e adjoint au maire de Bouaké qui invite les bénéficiaires à utiliser ces ressources pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Nous voudrons remercier l'État ivoirien et le président de la République. Chacun aura son argent. Profitez-en, faites de très beaux projets. Je voudrais au nom du maire Amadou Koné les féliciter pour leur rapport à la lutte contre la salubrité, ce qu'ils ont fait pendant 6 mois, donc des activités à haute intensité de main-d'œuvre. Ils puissent, à partir de ce financement, mener une activité génératrice de revenus. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance au gouvernement pour la mise en œuvre du programme TIMO. Bien, je suis contente de recevoir mon chèque de 120 000 francs pour pouvoir relancer mon commerce. J'exhorte mes camarades à se lancer dans les TIMO pour pouvoir se prendre en charge. Les jeunes ont été sélectionnés par l'agence emploi jeunes et mis à la disposition de la mairie du Bouaké pour l'exécution des travaux d'utilité publique. Durant cette période, chaque jeune percevait une rémunération mensuelle de 55 000 francs CFA. Investir, c'est aussi préparer l'avenir des jeunes et avec l'UNICEF, cela se fait en musique. L'hymne de l'enfant roi est chanté par la diva José avec une contribution artistique de Lokwa Kanza et l'implication de la mairie de Grand Bassam. Les revenus de ce single seront reversés à des associations œuvrant dans la protection et le bien-être des enfants. On en sait davantage avec Défi Soyo.
La mairie de Grand Bassam, l'UNICEF et la chanteuse José signent un mémorandum d'accord. L'idée, porter haut la cause des enfants à travers la réalisation d'une œuvre musicale dénommée l'hymne de l'enfant roi. Un single qui verra la participation de la chanteuse José et du chanteur Lokwa Kanza à la direction artistique. Je me sens très privilégiée d'avoir été choisie pour cette hymne et je remercie l'UNICEF et la mairie de Grand Bassam de m'avoir choisie en tant que celle qui sera avec M. Lokwa Kanza bien sûr habilitée à composer cette hymne pour les enfants rois. Ce protocole d'accord est une vision commune des acteurs politiques, culturels et artistiques au service de la cause des enfants. L'hymne de l'enfant roi prône l'épanouissement, la protection et le bien-être des tout-petits. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est à travers une artiste de renommée internationale, célébrer les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de promotion et de protection de l'enfant. Tirer tout le monde vers le haut en mettant en avant toutes ces réalisations, toutes ces interventions-là qui aujourd'hui permettent à l'enfant ivoirien de réaliser tous ses droits. Dans le cadre du partenariat stratégique qui lie l'UNICEF et la ville de Grand Bassam, notre icône José est accepté de s'engager avec l'UNICEF pour la cause des enfants à travers une œuvre musicale qui permettra donc d'assurer la promotion des droits des enfants et partant donc un avenir serein et paisible pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne le clip, la mairie est partenaire financier pour la réalisation de cette œuvre musicale. Cette signature entre la mairie de Grand Bassam, l'UNICEF et l'artiste José vise à mettre l'enfant au cœur du développement durable et de la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire, un pays de promotion de l'art, et à l'INSAC, l'Institut national de sciences supérieures, des arts et de l'action culturelle, on renforce davantage les capacités des artistes peintres dans une masterclass de peinture destinée aux étudiants en master de l'école, donc de supérieure d'art plastique, d'architecture et de design. Suivons ce point dans ce récit de Sephora Zegui et Saria Bamba. C'est un symbole de pouvoir et de communication qui reprend vie sous les pinceaux. Le Djidji Ayekwe, ce tambour mythique du peuple Atchan confisqué durant l'époque coloniale, est ici au cœur de la création. À travers cette toile, ces étudiants de l'école supérieure d'art plastique, d'architecture et de design ont matérialisé la résilience, thème de cette masterclass. On a décidé de représenter le tam-tam parleur ivoirien, qui a été saisi par la France dans les années 1900. Et vu que le thème de la création, c'est la résilience, on pense que c'est avec beaucoup d'efforts et puis beaucoup de persistance que les Ivoiriens ont dû mener cette lutte. Si le premier groupe d'étudiants a présenté le tambour parleur, le second, c'est le portrait d'un visage inconnu. On a décidé de faire ressortir des yeux, vous voyez un peu, pour donner l'impression au spectateur qu'il est en face de plusieurs personnes qui le regardent. Et en plus de cela, créer une forme abstraite dans le fond pour ne pas qu'on puisse discerner le visage. À travers cette formation, les initiateurs envisagent de faire de ces jeunes artistes des peintres autonomes, audacieux et résilients. Ce projet ici, je fais avec grand amour, avec tout mon cœur, parce que j'aime bien travailler avec les étudiantes. Les étudiants que nous formons, on veut demain qu'ils soient des artistes de renom, qu'ils puissent vivre de leur art. C'est cela, tout le sens vraiment de se frotter à d'autres artistes. En alliant rigueur académique et échange interculturel, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC confirme sa mission, faire de l'art un levier de développement personnel et un pont entre les nations. À présent, cette information de passation de charge de la Direction générale des cultes. La Direction générale des cultes a procédé récemment à la cérémonie de passation des charges entre l'ancien directeur et son successeur. Des événements qui se sont tenus dans la commune de Cocody, un moment important pour assurer la continuité du service public et la bonne marche de cette institution. Nous passons à l'actualité internationale avec le Nigeria où au moins 162 personnes ont été tuées par des hommes armés dans le centre-ouest du pays. Nouvelle attaque dans le village de Woro, dans le centre-ouest du Nigeria, au moment où le pays accroît ses efforts pour lutter contre l'insécurité endémique liée à des gangs criminels et des djihadistes. Et en réaction à ce massacre, le président de la République du Nigeria, Bola Tinubu, ordonne le déploiement d'un bataillon de l'armée
armée dans la circonscription et accuse les djihadistes de Boko Haram d'en être les responsables. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Demain, vendredi, samedi et dimanche, retrouvez à 13h pour l'édition de la mi-journée. Hamza Diaby, je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1 et rendez-vous demain, lundi à 13h.